Je suis-tu perdu, moi, là? Dans la vie, à l'université? Ben, je suis probablement pas le seul. Ben effectivement, vous n'êtes pas seul. Bienvenue à l'émission On est-tu perdu? Votre émission biographique d'orientation professionnelle. Ici Jean Bouchard. Je vous guiderai parmi les dédales des parcours tortueux mais ô combien intéressants de gens qui ont été perdus à un moment ou un autre de leur vie avant de trouver un métier qui les rend heureux. Au courant de la saison, je recevrai des gens de tous horizons, alors restez bien à l'écoute. Aujourd'hui, je reçois l'émission Jean-René Beauchemin. Alors, bienvenue Jean-René. Salut Jean, ça va bien? Ça va très très bien, merci. Ton parcours, Jean-René, est assez linéaire malgré tout, mais on va expliquer dans ta linéarité qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pareil. Tout d'abord, tu as fait au secondaire le PEI, le programme d'études internationales. Tu as fait ensuite un double deck au Cégep Sainte-Foy en sciences de la nature et musique. Et suite à ça, sans aucune pause ou quoi que ce soit, parce qu'on était rendu habitué à avoir nos intervenants jusqu'à date, t'es allé au BIAPRI, c'est le bac intégré en affaires publiques et relations internationales ici à l'Université Laval. Et à temps partiel à côté, t'es aussi réserviste dans l'armée. Alors, je suis curieux de savoir tout ça. Tout d'abord, est-ce que là, présentement, au BIAPRI, est-ce que tu te considères d'être dans la bonne voie? Est-ce que tu es convaincu de ton avenir ou tu es encore un petit peu perdu? Moi, je pense avoir finalement trouvé mon domaine. Le problème avec ça, par contre, c'est que le BIAPRI, c'est un baccalauréat intégré. Fait qu'on fait de l'économie, de la science politique puis du droit. C'est une espèce de bac multi. C'est ça. En fait, c'est un bac multi auquel on a donné un titre autre pour lui donner une certaine notoriété. Mais au final, ça reste un bac multi, tu sais. C'est bien que c'est le fun de dire que j'ai découvert ma voie dans le BIAPRI, mais une fois que je termine mon BIAPRI, je suis pas plus avancé dans la vie parce que dans le fond, est-ce que je suis plus économiste, politiste ou juriste? Est-ce que tu pourrais avoir une job juste avec un bac au BIAPRI? À moins d'être vraiment chanceux ou d'avoir des contacts. Oui, tu peux en avoir une, mais tu pourrais en avoir une au même titre que tu peux en avoir une juste avec un bac en sciences politiques. Tu sais. Okay. Mais est-ce que vraiment tu peux avoir une job d'un parcours pré-tracé? Non, pas du tout. Il faut faire une maîtrise. Faut en faire une. Il faut faire une maîtrise pour avoir une job qui t'intéresserait. Là. Monsieur Tremblay, on a parlé un peu dans les émissions précédentes du questionnement qu'on a rendu aux études supérieures une fois le baccalauréat et même la maîtrise fait. Comment est-ce qu'on choisit de poursuivre à des études supérieures, à la maîtrise ou au doctorat? Qu'est-ce qui peut nous aider dans ce cheminement-là? On revient toujours à l'essentiel par rapport à ça. C'est d'abord s'arrêter sur quel est le genre de motivation que j'ai pour ce genre d'études-là comme tel. Qu'est-ce qui, moi, m'amène à vouloir envisager des études de 2e ou de 3e cycle? Qu'est-ce que je recherche, moi, comme tel? Et d'être honnête dans cette réflexion-là, si on le fait pour des raisons financières ou de prestige, ou donc des raisons qui sont un peu plus extérieures à nous, comme tel, c'est correct. Ça veut juste dire, par contre, que la motivation va être plus difficile à soutenir. C'est plus ténu. Plus ténu, et donc plus stressante aussi. Tu sais, les exigences vont devenir un peu plus stressantes. Si on le fait plus à partir de « Ah, j'ai un sujet que j'aimerais bien pousser plus loin. C'est quoi la question sur laquelle je veux me pencher, à laquelle je veux répondre? » C'est ça, très souvent, qui est le point de départ de tout le reste comme tel. Donc, prendre le temps de « Moi, je veux savoir quoi. Moi, je veux en faire quoi avec ça? » Et voir après ça quel moyen me permettrait d'arriver à ces niveaux-là, que ce soit un 2e ou un 3e cycle. Donc, si on a la curiosité de base, ça va nous suivre tout au long de nos études, alors que si on a un objectif après, pour atteindre un nouveau niveau de statut social ou un niveau de salaire plus haut, la motivation est peut-être à la fin, donc plus difficile, plus lointaine. Alors que si elle est au jour le jour, dans la curiosité du sujet qu'on étudie, ce sera plus facile. Voilà. Si on l'est à plus long terme, ça veut dire qu'il faut trouver un moyen de toujours se le rappeler, se mettre des post-it, se mettre des photos, se redire que c'est pour ça qu'on fait ces choses-là comme telles. D'accord. Nuançons évidemment pour ceux que la maîtrise est obligatoire là, pour l'obtention d'un titre professionnel. Comme en psychologie, je crois. Comme en psychologie, en ingénierie. Architecture? Non, pas en ingénierie, mais en architecture, orientation, psychoéducation. Plusieurs domaines, finalement. Plusieurs domaines. Parfait. Je vous remercie beaucoup encore, M. Tremblay. Merci. Est-ce que la maîtrise, c'est quelque chose que tu envisages avec enthousiasme et passion ou c'est plutôt qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est un combat éternel là, depuis le secondaire que je me dis, oh mon Dieu, faut travailler, faut que je fasse de quoi de ma vie là, faut que j'arrête d'étudier. Puis là, après, t'as la phase où tu te dis, faut que je retourne, faut que j'étudie, c'est ça qui va me mener à quelque chose. Ça dépend vraiment des jours. Là. Moi, j'espère
que la maîtrise va être quelque chose de bien. Je l'anticipe comme étant quelque chose de génial, mais il y a des jours où je me réveille, où je réalise que pour les 3 prochaines semaines, je vais seulement lire des livres puis faire des travaux de session. Puis à ce moment-là, je me dis, ah non, pas la maîtrise. Mais non, je l'envisage quand même positivement. C'est difficile, pareil, moi-même, de me visualiser à la maîtrise. C'est pas quelque chose de sexy en tant que tel. Là. Tu vas passer des journées enfermées à lire des trucs. Là. Ouais, à pousser un peu ton domaine, puis à te dire, voyons, pourquoi je fais ça alors que des gens meurent ailleurs dans le monde? C'est une belle comparaison. Non, mais c'est vrai. Ça reste vrai. T'as fait raison. Quelqu'un qui veut faire l'international, dans ton cas, justement, relations internationales, c'est peut-être un peu l'humanitaire aussi. Et peux-tu nous expliquer un peu le biapri, c'est quoi que ça fait exactement? Parce que c'est un bac multi, tu as 3 domaines, mais... je pense que c'est sincèrement un très beau bac pour les gens qui, comme moi, étaient perdus au cégep. Parce que tu l'as été à un moment dans ton cheminement. Je l'ai été 1000 fois perdu. Là. Je veux dire, quand je suis arrivé pour choisir mon baccalauréat, à l'origine, je me suis inscrit en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Puis là, tu me vois en train de faire des relations internationales. Fait que j'ai été perdu. Là. J'ai été perdu des tonnes de fois dans ma vie. J'ai élaboré des théories sur c'était quoi le but de la vie, qu'est-ce qu'il fallait faire comme... Puis c'est vrai, là, Non, je te crois. Je souris, mais je trouve ça vraiment intéressant. Mais l'avantage, je dirais, du biapri, puis ce qui m'a attiré là-dedans, c'est ce que c'est foncièrement, en fait, c'est de dire, on va prendre des gens, puis on va les former à être, comment je pourrais dire, pas nécessairement des leaders, mais des personnalités publiques. En fait, c'est le domaine des affaires publiques. Le nom du bac, c'est Affaires publiques et relations internationales. Ouais. Mais c'est un peu comme la politique. C'est que on enlève le côté politisé de la politique, c'est-à-dire que toute la structure politique, la structure prise de décision, tout ce qui est... Tout ce qui peut être effectif au jour le jour est gardé, mais tout ce qui est débat politique, le débat gauche-droite, les grandes idées politiques, tout ça est un peu enlevé. C'est bien comment bien avoir une prestance, parler en public, tout ça, c'est plus... C'est même pas dirigé vers ça, je pourrais dire. C'est vraiment plus dans voici comment le monde est en ce moment. Préparez-vous maintenant à optimiser la façon dont le monde est en ce moment. Fait qu'aucun apport d'esprit critique par les professeurs. Non, tu te le crées toi-même. Tu te le crées toi-même. Souvent, c'est beaucoup de par cœur, ça, je le cacherai pas, là. C'est beaucoup de connaissances générales. Souvent, les professeurs vont se faire un devoir de présenter les 2 côtés de la médaille, mais vont rarement terminer en disant il faut donc être très critique envers ça. Je pense que c'est un baccalauréat qui apporte énormément de connaissances générales. Ce qui va te permettre de te développer à partir de là, c'est l'application. Là. C'est vraiment qu'est-ce que toi, tu vas faire du temps durant lequel tu n'es pas en classe. Je pense que c'est ça la particularité du biapri, c'est que ça t'ouvre tellement de portes sur tellement de choses. Tu peux devenir page à l'Assemblée nationale, tu peux te prendre un stage à l'ONU, tu peux faire un stage dans toutes sortes d'organisation. Puis c'est vraiment ces petits plus-là que tu vas ajouter à ton curriculum qui, eux, vont vraiment servir à quelque chose. Fait que c'est ça que tu vas pouvoir comme mettre de l'avant sur ton CV pour dire, regardez, je me suis impliqué dans l'association étudiante, dans ci, dans ça, dans ça. Oui, c'est avec ça que tu vas avoir une couleur à ton cheminement universitaire. Carrément. Le biapri, c'est un programme dans lequel, une fois que tu as terminé, 2 personnes n'ont vraiment pas le même diplôme. C'est pas comme le droit où est-ce que, oui, tu prends quelques cours à part, mais tout le monde est juriste à la même formation. Moi, j'ai des amis qui se sont spécialisés en développement durable. Puis vois-tu, moi, je me suis spécialisé en politique du Moyen-Orient. Fait que, tu sais, on est dans 2 chemins complètement différents. Là. Eux sont vraiment administration publique. Moi, je suis vraiment relations internationales. Fait que comme je le disais, c'est un diplôme qui peut prendre plusieurs couleurs. Excellent. Puis justement, en lien avec ton implication, t'es quelqu'un qui t'implique énormément. Puis ça a commencé quand, cette implication-là? T'as-tu toujours été impliqué? Même t'étais-tu genre représentant de classe au secondaire 1? Non, c'est ça qui est comique. En fait, au secondaire, je m'impliquais pas du tout. J'étais l'étudiant qui arrivait le matin à l'école le plus tard possible, partait le plus tôt possible, arrivait chez lui, jouait aux jeux vidéo avec son petit frère. Je faisais limite mes devoirs, mais pas vraiment. Okay. Je me couchais, puis tu sais, c'était ça. Genre la fin de semaine. Le matin dans l'autobus, là, en t'en venant, là? Oui, carrément. Ou c'est à la table de la cafétéria avant de le remettre, mais c'était vraiment ça. Puis tu sais, quand je rentrais chez nous le soir, j'étais plus à l'école. C'était une libération. T'sais. C'est vraiment en secondaire 5 que j'ai commencé. Tu quasiment emprisonné à l'école ou t'aimais pas l'école? Non, c'est pas vrai. J'ai toujours aimé l'école, mais je trouvais ça long. Là. Je trouvais ça vraiment long. Puis quand j'arrivais chez nous, je sentais pas nécessairement le besoin de faire des devoirs. Arrivant en secondaire 5, là, je l'ai vraiment senti. Une fois qu'on avait chimie, physique, les projets PEI à remettre, là, c'était... Ouais, parce que tu t'es pas pris le chemin facile. T'as pris PEI. On s'entend que... Je voulais m'ouvrir toutes les portes. Puis c'est comique quand même parce que par après, aujourd'hui, je me retrouve au biapri. Ces portes-là, j'aurais clairement pu les laisser fermer, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Oui, ça t'a permis d'apprendre à te connaître puis à ne pas être devant une porte fermée si c'était celle-là que ça te prenait. Clairement. C'est l'idée derrière.
Oui, puis je le regrette pas du tout. Ça donne une méthode de travail. Je veux dire, je pense sincèrement que mon année de secondaire 5 était plus difficile que toutes les années de cégep ou mes années d'université que j'ai eues jusqu'à date en termes d'apprentissage à se faire une méthode de travail, puis en termes de charge de travail. Sincèrement, j'ai rien vécu de comparable depuis. Fait que c'était pas le fun. Puis quand je rentrais chez nous le soir, puis la fin de semaine, je voulais décrocher. Mais c'est pas là que mon implication a commencé. Mon implication a vraiment commencé au cégep. En fait, c'est comique, puis ça a commencé à peu près au même moment où on s'est connus. Bon, première session de cégep, je suis en sciences, nature, musique. Je suis pas trop sûr de mon choix. Ouais, t'as fait un double deck, là. C'est quoi cette idée-là? Parce que là, OK, bon, PAI, tu veux garder tes portes ouvertes, mais là, sciences, nature, c'est un programme qui, en général, garde tes portes ouvertes. Mais la musique. Ouais, c'est. Je faisais un peu de musique au secondaire, puis j'aimais quand même beaucoup ça. Okay. Puis l'idée de faire. Le stage band ou l'orchestre. Ouais, exactement. Ouais. Puis l'idée de faire juste des sciences nature de mon cégep, ça me répugnait. Puis mes parents me poussaient quand même. Ben oui, pour vrai, ça a été une échappatoire parce qu'au début, je leur ai dit, je m'en vais en musique tout court. Puis là, panique générale dans la maison. C'est sincèrement. Là, oui, du jour au lendemain, je serais pas capable de faire vivre ma famille plus tard. Puis tu sais, ça sortait de nulle part. Puis c'est vrai, je peux les comprendre. Là, si j'avais été un pianiste hors pair depuis l'âge de 4 ans, peut-être que mais là, ça sortait de vraiment nulle part. Puis surtout que j'arrivais avec un instrument que j'avais jamais joué. T'sais, du jour au lendemain, je voulais rentrer au cégep en saxophone, mais j'avais jamais joué de saxophone. Là, tu jouais à quoi, ça va? Je jouais de la clarinette. OK. Puis, c'est proche quand même. Ouais, carrément. Ça s'est appris vite. Tu partais pas de la batterie pour vouloir faire du piano. Non, c'est ça, ouais. Exactement. mais non, c'est ça, il y a eu cette transition-là. Fait que la raison pour laquelle j'ai opté pour musique, c'est que je me suis dit, tant qu'à faire des études en sciences de la nature, autant les diluer avec de la musique. Puis je sais que j'aime la musique, je sais que j'aime jouer dans un orchestre. Fait que ça va m'apprendre des choses, puis ça va me... C'était-tu ça une idée un peu de te motiver, de trouver une motivation à aller à l'école? Parce que là, juste en sciences nat, t'aurais comme fait... J'aurais pas aimé ça du tout. Un mur devant moi. Alors là, tu vois une petite fenêtre, c'était la fenêtre de la musique. Oui, puis tu vois, ça a été la fenêtre de la musique pour la première session d'université, puis j'étais content de le faire, mais après ma première session, j'ai réalisé que la musique demande quasiment plus de travail que les sciences de la nature, parce que il faut que tu pratiques 2 heures par jour, c'était toutes des notions de théorie que je possédais pas nécessairement. Puis là, ça m'a fait réaliser, OK, présentement, j'aimerais faire quelque chose qui va me motiver à en parler la fin de semaine. Tu es là, tu fais des sciences de la nature, OK, oui, c'est le fun, t'apprends comment ça fonctionne, la chimie, puis oui, tu fais de la musique, tu pratiques ton saxophone, mais tu sais, quand t'as 2 heures de libre, essentiellement, quand tu te confrontes à toi-même, c'est quoi que tu veux faire? Tu veux-tu discuter de politique avec tes amis? Tu veux-tu jouer à des jeux vidéo? Tu veux-tu partir dans le bois en camping? C'est à ce moment-là que je me suis confronté, puis je me suis dit, c'est quoi que tu veux faire plus tard? Puis c'est là que l'implication, en fait, est embarquée. Parce que autant que la musique a été une façon de me divertir de mes sciences de nature au cégep, ben l'implication, ça a été un moyen de me divertir du deck au complet. Ah, OK. Parce que le deck, bien qui t'intéresse, à un moment donné, c'était comme trop aride. Ça te prenait un côté social que t'avais pas. Ben c'est ça, tu sais. Moi, j'ai toujours été naturellement intéressé par l'histoire, par tout ce qui était politique, par tout ce qui était grandes idées, tu sais, grands idéaux. Puis là, du jour au lendemain, tu sais, je me retrouve dans un programme où t'apprends par cœur à faire des choses. Tu sais, tu deviens des techniciens. Ben, des gros guillemets, là, à faire de quoi? Là, t'apprends c'est quoi la physique, la chimie, la bio. Mais tu deviens carrément des techniciens. Tu deviens un technicien en musique parce que tu te perfectionnes sur ton instrument, mais tu sais, t'es plus un penseur. Il me manquait le petit côté philosophique un peu de la chose. Puis on dirait que j'ai retrouvé ça. Moi, j'étais perdu à ce moment-là. Ma deuxième session au cégep, je voulais tout lâcher. Je voulais peut-être retourner en sciences humaines. La deuxième session, juste pour situer un peu, c'est on est 2012. Oui, on est 2012, exactement. Pour être perdu, c'est un bon moment. Là. Ben, c'est exactement ce qui s'est produit. Puis là, ben, à ce moment-ci, il y avait des nouveaux partis politiques qui se créaient. Option nationale commençait à se créer. J'ai commencé à me rapprocher. Ouais, puis ça a été le printemps érable. Puis moi, c'est là-dedans que je me suis retrouvé. Des amis m'ont embarqué là-dedans. Ils me disaient, comment viens, tu vas voir, c'est le fun. Puis comme de fait, j'ai complètement arrêté d'étudier. Puis je manifestais à Québec, ici. Je me suis même impliqué dans le comité politique. J'ai commencé à faire des choses. Puis ça m'a permis de me redécouvrir aussi. Parce que pour dire un peu rapidement, tu t'es impliqué dans plein d'affaires. Tu étais impliqué à l'association étudiante du Cégep Sainte-Foy. Tu as été dans le comité politique, coordonnateur adjoint. Oui, ça a été l'année. C'est ça, dans le fond, tout de suite après 2012, au Cégep de Sainte-Foy, ce qui s'occupait du mouvement étudiant, c'était le comité DEMOS, qui est le comité politique. Puis dès que le printemps étudiant s'est produit, moi, j'ai embarqué dans le comité politique. On était en avril à peu près, mars-avril 2012, quand il y avait eu vraiment un printemps érable. La grosse manifestation de 300 000, c'était en mars 2012. Okay, il avait fait genre 20 degrés, c'était exceptionnel. Ben, c'est ça. Ben, cette fois-là, moi, j'ai commencé à fréquenter le DEMOS, puis 2 mois plus tard,
tard, j'ai été élu co-coordonnateur. Fait que pour l'année d'après au complet, l'année 2012-2013, j'ai été coordonnateur du comité politique. Puis là, j'ai commencé à vraiment aimer mon cégep. Là, tout d'un coup, j'aimais ça parce que du jour au lendemain, je me retrouvais avec, je sais pas moi, des activités à gérer. Je pouvais faire des bières et politiques au cégep. Là, je me suis approché. On était en pleine élection, rendu là. Je me suis approché des mouvements plus souverainistes. J'ai commencé vraiment à fréquenter pour finalement réaliser que ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le point de vue plus spécialiste, c'est-à-dire me détacher de la mêlée pour analyser, essayer d'organiser des événements puis créer des débats sains. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me suis retiré de tout ce qui était allégeance politique. J'ai cessé de m'impliquer dans tout ce qui était groupe plus particulier, notamment Option nationale. J'ai simplement pris un recul pour me mettre à vraiment faire une implication plus sociale. Puis à ce moment-là, j'ai rejoint l'association étudiante comme trésorier. Ma copine, à l'époque, était sur l'association étudiante quand moi, j'étais encore dans le démos, puis elle m'avait convaincu de me présenter. Donc là, j'ai vraiment vécu comment je pourrais dire... Est-ce qu'on s'entend s'impliquer dans autant d'affaires? À un moment donné, ta copine est comme, ben là, implique-toi dans les mêmes affaires que moi, au moins, on va se voir. Oui, en effet, mais finalement, on s'est pas vu à cet été-là. Moi, j'étais parti faire Explore dans l'Ouest canadien, puis en fait... Explore, c'est juste pour les auditeurs, c'est quoi? Oui, Explore, en fait, c'est un programme, c'est le gouvernement canadien qui paye ton séjour. Il paye pas ton billet d'avion, mais tu te retrouves dans une ville canadienne anglophone et tu t'en vas en études libres dans une université anglophone et là, tu parles anglais. Tu as des cours d'anglais le matin, puis souvent l'après-midi, tu as des activités. Ça dure normalement un mois, 5 semaines. Okay. Donc moi, j'étais parti faire Explore parce que, bon, encore une fois, je me retrouvais devant rien au cégep, puis tu sais, je savais pas trop où aller dans la vie. Puis ce petit côté-là, explorer, je me suis ramassé avec des gens qui venaient de Hong Kong, des gens qui venaient de la c'était pas juste des Canadiens? Non, pas du tout. Moi, je me suis retrouvé à Victoria, en Colombie-Britannique. Oh, peut-être. Puis, belle place. Oui, très belle place. T'étais chanceux? Tu pouvais-tu choisir l'endroit? Oui, je l'ai choisi. Je voulais partir en Colombie-Britannique. Le billet d'avion coûtait cher, mais je m'étais dit, tant qu'à partir au Canada anglais, je vais partir le plus loin possible. Puis, bref, je suis allé le plus loin possible. Puis, c'est ça qui m'a ouvert sur le monde. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic. Puis, en revenant pour faire mon mandat, l'année d'après, c'était ma dernière année de cégep. C'est là que j'étais vraiment en deux eaux. Je me disais, ou bien je me dirige vers les relations internationales, puis tout cet aspect-là humain de la chose, ou bien je me dirige encore une fois en sciences, mais en gardant toujours cette optique-là d'aider les gens. Mais le programme Explore m'a vraiment ouvert les yeux. Là. Si les gens veulent le faire, c'est vraiment quelque chose qui te confronte à la fois à toi-même puis à une culture que tu connais pas nécessairement. Nous, on est vraiment... oui, on comprend un peu ce qui se passe dans le reste du Canada, mais tant que t'es pas avec d'autres Canadiens, puis surtout avec d'autres gens qui viennent d'ailleurs dans le monde, on s'est vraiment retrouvé dans un environnement qui était multiculturel, puis ça m'a vraiment fait triper. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie. L'année d'après, moi, j'ai fait l'assimilation des Nations Unies à McGill. Puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu la piqûre. Ouais, le McMahon, exactement. Puis c'est à ce moment-là, j'ai vraiment eu la piqûre pour les relations internationales. J'ai tout laissé de côté, ce qui était science, puis j'ai appliqué. J'ai quand même appliqué en génie à l'université, au cas où je changerais d'idée à la ça, parce que t'as appliqué à Sherbrooke en génie mécanique et en même temps au Biapri à l'Université Laval? Oui, exactement. Si tu avais appliqué les deux à l'Université Laval, je suis sûr que le conseiller d'orientation ou la personne qui fait les choix est comme c'est vraiment perdu. Là, pourquoi il applique aux deux? Là? C'est comique parce que j'avais appliqué à McGill aussi, puis mon premier choix c'était sciences politiques, puis mon deuxième choix c'était génie mécanique à McGill. T'sais. Mais pourquoi génie mécanique? Je me disais, autant que le côté international puis tout m'intéresse, j'ai pas envie d'être juste là les bras croisés à être un théoricien, puis je me disais, tu sais, ça existe Ingénieurs sans frontières, ça existe des programmes comme ça, je me disais, si j'apprends un métier, ben oui, carrément, si j'apprends un métier puis je fais juste mettre à profit cet élément-là, ça va revenir au même que si je faisais des relations internationales, mais j'ai réalisé que le côté théorique m'intéressait tellement qu'il fallait que j'aille vers là, puis c'est pourquoi je me suis retrouvé à l'université dans le Biapri. Là, c'est sûr que une fois que tu arrives au Biapri, là, tu sais pas trop si t'es en droit ou pas, parce que ta première session, t'as plein de cours de droit, fait que là, tout d'un coup, dans ta tête, tu te mènes, je suis un étudiant en droit. Puis là, ben, il y en a beaucoup qui changent en droit parce qu'il y en a qui se font convaincre par cette mentalité-là. Moi, j'ai décidé de rester au Biapri parce que le petit côté, le petit plus que tu as avec les cours de sciences politiques, les cours de langue, les cours du genre, ça venait me chercher, puis ça m'a permis de développer un côté de moi qui a réalisé que ce que je voulais faire dans la vie, c'était vraiment... mais en fait, à aider les autres carrément. Là. Puis je pense que l'international, d'après moi, l'international, c'est le meilleur moyen pour passer par là, étant donné qu'on a une intégration de plus en plus grande aujourd'hui dans le monde. Là. Ouais. Donc, justement, au niveau, tu disais justement que tu impliqué au McMahon, il y a plusieurs avenues pour s'impliquer puis connaître un peu la politique internationale. Je sais que moi, dans mon cas, j'ai étudié en génie forestier. Bon, j'ai fait un an de génie mécanique, c'est pour ça que là, j'étais comme, toi aussi, tu t'étais perdu. Là, oui, exactement, mais c'est ça. Mais je me suis impliqué, moi, dans l'ASNUL, l'Association d'assimilation des Nations
Nations Unies de l'Université Laval. Puis on va à New York aussi, la même chose. Puis Oui. la grande majorité des gens qui sont là, c'est des gens du bien pris, genre Oui. à 80 quelques %. Absolument. J'étais un des bizarres qui était pas là-dedans. Mais je suis content que tu me dises que tu le fasses parce que j'aime ça voir que des gens de d'autres bacs qui le font parce que nous, on le fait. Puis on le fait parce que ça fonctionne avec notre programme. Ben, T'sais, c'est comme gens, lié, là. mais c'est ça. Les gens viennent au Biapri en se disant je vais travailler pour l'ONU. C'est ce que je vais faire plus tard. Ouais. Finalement, tu te rends compte au fil de ton bac que c'est pas nécessairement ça que tu aimerais faire ou que bref, ça change de... T'as pas nécessairement l'envie pour le faire à la fin du bac, mais je suis content de voir que ces simulations-là s'ouvrent aussi à toutes sortes de programmes. Moi, j'ai vu quelqu'un qui faisait la simulation de Hautain-Laval à Washington la semaine passée. La personne est à la maîtrise en biologie, puis j'étais content qu'elle soit là parce que je pense que c'est de ça aussi... Brett, par hasard? Hein? Je pense que oui. Ouais, ça on le connaît. Mais il était dans la SNU la même année que moi. OK, mais je suis content que les gens fassent ça parce que ça te rappelle justement que... Je vais appeler ça de la politique, mais pour moi, c'est pas de la politique, là, mais ça te rappelle que le petit côté politique dans la société, c'est pas réservé à des gens qui ont étudié en politique ou en droit. Ben non, ça s'ouvre justement à toutes sortes d'autres gens qui ont leur place et qui ont leur trace à laisser aussi dans ce milieu-là. Exactement. Une question qu'on n'a pas encore attaquée, Ouais. Jean-René. Réserviste dans l'armée. Là, encore là, pourquoi? Oui, c'est une bonne question. J'en parle pas souvent. C'est pas quelque chose que je crie nécessairement sur tous les toits parce qu'on sait qu'à l'université, il y a des gens qui peuvent te juger pour ça, puis ça devient difficile des fois de défendre une opinion. Les gens vont se dire, on sait bien, cette personne-là, c'est juste un militaire de toute façon. Ça, c'est vraiment pas une opinion que j'aime recevoir. C'est pas parce que... Non, mais ça demande peut-être une petite fermeture d'esprit. Ben, un niveau de fermeture d'esprit, puis surtout une méconception de c'est quoi la réserve, dans le fond. Parce que... Explique-nous, genre, Oui, justement. je vais commencer par expliquer un peu qu'est-ce qui m'a tourné vers la réserve. Ah, ben oui, tes motivations. Oui. Moi, ma mère a été réserviste. Par la suite, elle a été dans l'armée. Elle a rencontré mon père qui était dans l'armée aussi. Ah, OK, t'as un historique J'ai familial. un historique familial. Ah. Mes 2 frères ont fait les cadets. J'ai fait une année, un peu moins d'une année de cadet. Mon grand-père a servi dans la marine. Fait que dans la famille, c'est un peu de... Tu sais, c'est pas fermé à l'idée d'être réserviste ou pas. Loin de là. Ça venait vraiment pas, en fait. Puis mais tu sais, aujourd'hui, plus personne est dans le fond dans l'armée. Ils ont tous pris leur retraite. Ils ont tous changé d'emploi. On entend ça, surtout d'un universitaire là, qui a plein des études, puis tu fais de l'armée en même temps à temps partiel. C'est rare. C'est temps partiel. Rare. Ouais. Puis ce qui m'a motivé, en fait, c'est ça, c'est que je rentrais à l'université, première session, puis j'avais un travail, puis j'ai été obligé, en fait, on m'a renvoyé du travail parce que j'avais trop d'examens à l'université, puis ça coïncidait avec les chiffres de Ton travail, c'était quoi? Je travaillais chez Denis Musique. OK. Puis ouais, ça fitait un peu plus avec l'aspect musique, mais à ce moment-là, j'ai pas pu garder l'emploi parce que mes horaires d'examen tombaient toujours la fin de semaine en droit. OK. Puis j'ai demandé trop de congés, puis ils m'ont dit ouais, ça pourra pas fonctionner. Puis là, ben je me suis retrouvé devant rien. Puis c'est ma mère qui me parlait déjà depuis plusieurs années. Ouais, mais va vers la réserve, tu vas pouvoir jouer de la musique, puis être payé pour jouer de la musique. Fait que j'ai approché, puis j'ai posé des questions pendant un bout. J'étais assez sceptique. Je suis quelqu'un de quand même assez indépendant d'esprit. T'as approché ça comment? Si tu es dans un espèce d'événement organisé dans un centre d'achat? Des trucs non, moi je l'ai approché parce que je savais où était la réserve navale à Québec. Là, c'est dans le complexe de la Pointe-à-Carcy, au bout du quai. En fait, si tu vas dans le Vieux-Québec, si tu continues, tu passes devant le Vieux-Port, puis tu continues jusqu'à ce que tu puisses plus marcher, puis tu arrives devant les complexes navals. Puis j'ai contacté la personne, j'ai tapé réserve navale Québec sur Google, j'ai fait mes recherches. Pendant une soirée, j'ai regardé ce qui se produisait, puis je suis allé les rencontrer, puis je me suis assis, puis lui il te présente un peu c'est quoi que tu peux faire, c'est quoi les types de métiers. Puis à force de discuter avec lui, j'ai réalisé qu'étant donné que j'avais un bac, je pourrais m'enrôler comme officier dans la réserve. Tout à fait. Puis lui me présentait les différents postes, puis j'ai décidé de le faire puis ça c'est comique parce que ça n'a aucun lien avec le reste, comme officier de corps sur les navires. Officier de corps. De corps, ouais, le Officer of the Watch qui appelle en anglais, mais t'es officier, responsable de la navigation sur un bateau, carrément. Okay. Donc, ouais, t'apprends à naviguer avec un bateau. Fait que moi, j'ai fait... Ben, écoute, pourquoi pas rajouter une autre corde à mon arc? Déjà que j'en commençais à en accumuler plusieurs. T'avais-tu un intérêt depuis toujours pour la navigation, pour la marine? Pour pas du tout. Les bateaux, même? Non, ben oui, pour l'eau, oui. J'ai été nageur pendant longtemps, puis ça m'a toujours attiré. J'aimais ça. Quand j'étais jeune, on allait sur le Louis-Joliette, puis peut-être une fois par année, puis je montais, puis je demandais au capitaine pour essayer de piloter un peu. J'ai toujours eu la petite fibre de ça a l'air intéressant, mais de là à m'enrôler, jamais. Okay. Ça s'est présenté à moi, puis ils m'ont présenté les conditions. J'ai réalisé que c'était quelque chose que tu peux. En fait, ça se concilie parfaitement avec les études. Là. C'est-à-dire que tu fais un samedi sur 2, tu te présentes là-bas. C'est essentiellement de l'administration, de l'entraînement. Tu révises tes trucs pour ton travail, mais les contrats sont l'été. Donc moi, l'été passé, je suis parti dans l'Ouest canadien. J'ai fait mon camp militaire de recrue. Ça a duré 10 semaines. Par la suite, t'es
t'es formé, t'es parfait, t'es commissionné, t'es officier, puis tu commences ta formation. Donc, pour un été de temps, j'étais sur la côte ouest, de retour à Victoria. Encore à la même place? Oui, carrément à la même place, 2 ans plus tard. Puis, j'apprenais un métier. Donc, ça s'est vraiment présenté à moi comme un échappatoire un peu. Je me retrouvais, moi, je suis en appartement, puis je me retrouvais du jour au lendemain sans rien. Puis, finalement, c'est quelque chose qui se concilie parfaitement. Donc, j'ai vraiment apprécié, en tout cas, j'apprécie encore l'expérience, mais j'ai vraiment apprécié mon expérience cet été. Je retourne encore cet été sur les côtes pour apprendre comment naviguer. Fait que tes travaux d'été sont déjà, c'est déjà cédulé d'avance avec l'armée? Oui, carrément. Ben, tu sais pertinemment que tu pars. La différence, en fait, puis ça, je pense que les gens ont un peu de misère à comprendre ça, c'est que la réserve, c'est pas tout à fait comme la force régulière à temps plein. C'est-à-dire que moi, je suis contraint par rien. Je suis contraint par des obligations morales. Je veux dire, il y a des choses que je peux pas dire étant réserviste. Je parlerai pas au nom du ministère de la Défense. Ça, je fais pas ça. Je critiquerai pas le gouvernement. Ça, c'est des choses que je peux pas faire. Okay. Puis de toute façon, c'est pas des choses que naturellement je ferais dans la vie. Ça vient pas en conflit avec ton implication, relations internationales? C'est drôle parce que c'est jamais venu en conflit. Puis autant que je me disais, moi, je suis président de mon association étudiante en ce moment, puis tu sais, je suis sur le conseil d'administration de l'Université Laval, puis je me disais, c'est sûr que va venir un jour où ça va peut-être venir en conflit, puis c'est jamais venu en conflit. Okay. J'ai réalisé que c'est 2 choses qu'on peut concilier parfaitement, puis autant que quand tu étudies en relations internationales, tu vas apprendre des choses puis tu vas les développer. Suffit de pas monter sur la scène publique pour dénoncer puis crier fortement. Puis c'est 2 choses qui se font très bien ensemble. Ouais. Est-ce que là, ton avenir, c'est quoi? Est-ce que tu vois un avenir comme officier officiellement à temps plein dans l'armée? Est-ce que tu vois plutôt les Nations Unies ou tu veux aller faire une maîtrise, pousser plus loin ton intérêt, ta curiosité pour la théorie? Ou c'est quoi que tu t'envisages? Mon Dieu, c'est une bonne question. C'est sûr que je vais aller faire une maîtrise parce que faut que ça se fasse. Pour ce qui est de la réserve, je vais le garder comme emploi à temps partiel, comme je le fais en ce moment, parce que ça se concilie parfaitement. Si un jour, ça peut se concilier avec un emploi à l'international, je vais peut-être le garder. Mais pour l'instant, ce que j'envisage vraiment comme carrière plus tard, c'est... j'aimerais beaucoup travailler dans le milieu de la diplomatie, là, je le cacherai pas. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Là, la vraie question, c'est de savoir quel organisme va me permettre de monter là. Parce que dans le milieu des relations internationales, souvent, tu vas choisir un organisme, t'impliquer pour cet organisme-là, puis par la suite, tu montes tranquillement les échelons, puis là, hop, tu peux transférer, hop, le ministère tel recrute. Fait que c'est vraiment de regarder les offres d'emploi puis d'espérer que la fois où tu appliques, tu vas être pris. OK. Fait que c'est un peu un coup de dé, là. Oui, ça va être un coup de dé, puis je sais toujours pas quelle maîtrise je vais aller faire. Là. Il y a les hautes études internationales à l'université ici qui sont incroyables. Tu peux partir en Europe, aller faire ta maîtrise, tu peux partir dans le reste du Canada. J'avais appliqué à McGill pour, au départ, peut-être, qui sait, peut-être me retrouver à Montréal. Il y a trop d'opportunités. Puis ça reste que toi, tu as quand même un intérêt. Tu t'es découvert un intérêt pour ça quand tu allais à Victoria, dans l'Ouest, pour l'international, les contacts avec les gens, tout ça. T'as pas peur à un moment donné que ce côté-là réserviste t'empêche de faire des trucs que tu aimerais faire spontanément? Ou t'enlèves une part de spontanéité? C'est des questions que je me pose des fois. Là. Par exemple, cet été, je pars pour 4 mois, puis c'est le fun, mais 2 mois m'aurait donné un salaire suffisant, dans le fond. Fait que j'aurais pu partir 2 mois cet été uniquement, puis prendre les 2 autres mois pour aller voyager, pour partir en Amérique latine. Je sais pas, faire des trucs que j'ai jamais fait. Ouais. Fait que là, c'est sûr que de ce côté-là, il peut y avoir une certaine forme de regret, mais je me dis en même temps, je sacrifie quand même mon été présentement, alors que je pourrais faire autre chose, ça me stresse pas vraiment. Non. Mais t'aimes quand est-ce que tu fais? Oui. Si j'aimerais pas, je repartirais pas. Je suis pas contraint, mais non, c'est vraiment le fun. C'est une expérience qui est assez unique, en fait. Puis ça reste que tu as encore tout l'avenir devant toi. Tu as fait quand même un parcours, contrairement à nos derniers invités là, on a vu, tu as quand même un parcours très linéaire qui fait que tu n'es pas très vieux encore où ce que tu es rendu pour être à l'université. Oui, absolument. T'as plein de temps encore. J'ai le temps dans 4 ans de revenir à l'émission pour dire que finalement, je me suis découvert une passion pour la menuiserie. Ouais, ça, finalement, je t'ai perdu en réserve. Mais non, si je pouvais, je sais pas si tu terminais l'émission ou quoi que ce soit, là, mais je m'en venais j'imagine que oui, là, je le voyais un peu dans ton regard. Si je pouvais y aller peut-être d'une réflexion que j'ai eue récemment. Okay, je pense que ce qui est important, parce que j'ai déjà été perdu, je me suis déjà demandé, j'ai failli partir, on s'entend, quand je regardais les... T'as déjà fait quoi? J'ai déjà failli partir pour les baccalauréats qui n'avaient aucun rapport avec ce que je fais présentement. Okay. Aucun. Ouais. Puis j'ai fini par développer une théorie qui est rapide, qui est de se demander, au fond, qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse pour atteindre mon but dans la vie? Puis je pense que c'est d'essayer de trouver un certain balancier entre quelque chose dans lequel tu es assez bon, quelque chose qui va te fournir des ressources minimales pour survivre. Là, on s'entend un fonds monétaire minimal. Ouais. Quelque chose qui va te donner le sentiment du devoir accompli. Puis ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mais tu sais, si tu deviens
donné, te sentir utile. Te sentir utile dans un ordre plus grand que ce que toi t'es réellement. Ouais. Puis finalement, quelque chose dans lequel, je sais pas si j'ai dit bon en premier ou intérêt. Je pense que j'ai dit bon en premier. Mais bref, quelque chose pour lequel t'as minimalement un intérêt. C'est-à-dire que si ton but c'est de devenir médecin pour être riche, mais que t'aimes pas ça plus qu'il faut, puis tu t'es pas nécessairement bon. Tu te rends utile, ça va être rentable. T'es bon là-dedans, mais si t'as aucun mais si t'aimes intérêt, pas ça, c'est pas ce qu'il faut que tu fasses. T'aimes pas le sang, mais exactement. Pas le sang, mais je pense que quand quelqu'un est perdu, se poser cette question-là, avec ça te permet. 4 piliers. Je pense que c'est 4 piliers, puis au fond, tu sais, si tu trouves quelque chose dans lequel t'es bon, puis dans lequel quelque chose que t'es bon, puis que t'aimes, au fond, ça va être une passion, mais c'est pas nécessairement une vocation pour le reste de ta vie. Donc, je pense que c'est toujours d'essayer de faire le balancier avec les 4. Tu es capable de manger. Exactement. Je serais devenu saxophoniste professionnel, puis j'aurais aimé ma vie, mais en s'entend, j'étais pas assez bon pour faire de l'argent là-dedans. Ouais. Puis le sentiment du devoir accompli, j'étais pas assez bon pour vraiment faire évoluer le niveau de la musique profondément. Donc moi, ces deux côtés-là. Mais j'aurais pas réussi. Charlie Parker l'a fait avant moi, puis je le laisse être une légende. Moi, je le battrai jamais. Fait que, je me suis toujours posé cette question-là, depuis à peu près la moitié de mon cégep. Puis je pense que c'est vraiment en me posant cette question-là que j'ai fini par comprendre ce qui me permettrait de me sentir utile. Puis je pense que si n'importe qui se sent perdu peut se mettre à se poser cette question-là. Qu'est-ce que je veux faire que j'aime, dans lequel je suis bon? On s'entend, c'est toujours minimalement, là, c'est un seuil minimal, qui va me rapporter minimalement quelque chose, puis qui va me donner le sentiment du devoir accompli. Je pense que c'est quelque chose qui peut te permettre de te retrouver dans le jeu. Je pense que c'est très bon. En ouverture, comment tu as découvert ces 4 piliers-là? Ou qu'est-ce qui... T'as-tu lu quelque chose? C'est quoi? Comment la Sainte Vierge de l'orientation t'est apparue? Puis elle a dit, voici les 4 piliers. Non, c'est une théorie. En fait, j'avais vu un graphique à un moment donné sur Internet qui était un peu... tu sais, des fois, c'est des gens qui font goal for life ou c'est des mimes, carrément. Puis j'en avais vu un à un moment donné où, justement, il y avait 3 cercles qui étaient mélangés ensemble. Puis c'est moi qui ai rajouté le sentiment du devoir parce que c'est quelque chose que je sens très important, moi, dans ma vie, en tout cas. Oui, tout à fait. Donc, à force de m'impliquer, j'ai réalisé que le petit côté altruisme, de justement se sentir important pour les autres, ça, c'était vraiment important. Puis non, c'est vraiment à force de discuter des fins de soirée, puis d'élaborer des schémas, puis tout. Puis c'est pas une théorie que je me dois, là, je pense pas l'avoir inventée, mais c'est à force d'avoir des images sur Internet, j'ai tenté de peaufiner un peu puis de l'expliquer, puis ça m'est venu de là. Excellent. Ouais. Ben, super intéressant. Sérieusement, merci beaucoup de ton apport à l'émission, Jean-René. Merci encore.